Bonsoir, ravi de vous retrouver sur Al24 News. Tout de suite, les principaux titres de ce 19h. Nouvelle journée de manifestation au Soudan. Quelques jours après la démission du Premier ministre Abdullah Hamdok, la rue ne décolère toujours pas. Des milliers de Soudanais ont protesté contre le régime en place. Libye, la présidentielle ne se déroulera probablement pas le 24 janvier 2022. Le Parlement appelle à mettre en place une nouvelle feuille de route. Au Kazakhstan, les manifestations se poursuivent au lendemain du limogeage du gouvernement. Les autorités rapportent des dizaines de manifestants tués et plus d'1 millier de blessés. Et puis, un an jour pour jour après l'assaut du Capitole aux États-Unis, le président américain a évoqué la responsabilité particulière de Donald Trump dans cet événement. Nouvelle journée de manifestation au Soudan. Quelques jours après la démission du Premier ministre Abdullah Hamdok, la rue ne décolère toujours pas. Des milliers de Soudanais ont protesté contre le régime en place, et ce malgré la présence imposante des forces de sécurité. Safwan Ben Sabri. La rue ne décolère pas au Soudan. Les tirs de lacrymogènes, les pneus brûlés et les barricades définissent toujours le paysage médiatique et politique du pays. Les manifestants contre le pouvoir militaire en place continuent de battre le pavé, et ce depuis plusieurs semaines. Ce jeudi, des milliers de manifestants se sont à nouveau réunis dans la capitale et dans d'autres villes du pays, telles que Port-Soudan et Niala, et ce, malgré le déploiement massif des forces de sécurité suite aux instructions de Abdel Fattah al-Burhan. Les revendications des manifestants qui prônent l'instauration d'un gouvernement civil et démocratique ne semblent pas trouver écho, étant donné la démission dimanche du Premier ministre Abdullah Hamdok. Le retrait de ce dernier a embrasé l'impasse politique dans laquelle se trouve le pays. Les manifestants jouent des percussions, entonnent des chants patriotiques et brandissent des pancartes avec les photos des personnes tuées lors des manifestations. La répression a fait au moins 57 morts et des centaines de blessés depuis le 25 octobre, date à laquelle al-Burhan est arrivé au pouvoir. Le pays est depuis plus de 2 mois le théâtre de manifestations protestant contre les mesures d'exception prises par al-Burhan, notamment la dissolution du Conseil de souveraineté et du Conseil des ministres de transition, l'arrestation de responsables et d'hommes politiques, ainsi que l'imposition de l'état d'urgence. La CEDEAO, soutenue par l'Union européenne, somme les autorités de transition maliennes à aller vers des élections anticipées dans les plus brefs délais. La décision des autorités maliennes d'aller vers une période de 5 ans choque la CEDEAO et met ses capacités à résoudre les problèmes à rude épreuve. Leïla Guertal. La prolongation de la durée de la transition est tombée sur la CEDEAO tel un coup près. Un vrai choc pour la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui redouble en ce moment d'efforts pour précipiter les autorités de transition maliennes à aller vers des élections anticipées prévues pour le 22 février. Pour se faire entendre, la CEDEAO n'a pas lésiné sur les moyens de pression et de dissuasion imposant des sanctions économiques au pays, mais également aux autorités en place avec l'interdiction de voyager, le gel des avoirs financiers à l'ensemble des membres de l'autorité de transition, excepté le président et son chef de la diplomatie. Mais toutes ces pressions n'ont pas donné le résultat escompté. Les autorités de la transition ont tout simplement demandé une durée de 5 ans pour accomplir la transition à bon port. Une durée de 5 ans s'apparente plus à un mandat qu'à une période de transition. La discorde croît entre le Mali et la CEDEAO et une réunion est consacrée le 9 janvier à la question de la transition au Mali, qui est loin de connaître son épilogue. Et en parlant justement du Mali, le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, en visite en Algérie, a été reçu par le président de la République algérienne, Abdelmadjid Tebboune. Il était porteur d'un message de la part du président de la transition au Mali, Assimi Goïta. Je vous propose de l'écouter.
Ces assises-là, c'était vraiment pour pouvoir partager l'ensemble de ces éléments pour qu'en tant que pays voisin, le président algérien soit pleinement informé de ce qui est en cours et qu'il puisse aussi nous donner les conseils nécessaires pour la suite des étapes. Parce que la stabilité du Mali est aussi la stabilité de l'Algérie et que nous sommes tous ensemble. Nos peuples vivent les mêmes difficultés et partagent les mêmes espoirs. Donc c'est dans ce cadre-là que nous sommes venus partager ces informations et demander que le Mali continue en tant que pays voisin de l'Algérie à bénéficier de l'accompagnement et de la solidarité. Je pense que c'est une tautologie, une évidence pratiquement de demander cela parce qu'au quotidien, l'Algérie est présente aux côtés du Mali et souvent sans tambour battant, de façon discrète, mais elle est toujours là, elle est toujours présente. Donc c'est dans ce cadre-là que nous sommes venus et nous avons vraiment, en toute franchise, écouté les messages, les conseils que le président nous a donnés et que nous nous ferons le devoir aussi de transmettre fidèlement à son frère le président Goïta. Et nous sommes certains que ces éclairages, sa sagesse, fondée aussi sur l'expérience de l'Algérie, sont des éléments qui vont aussi aider le Mali, les Maliens, le président et l'ensemble du gouvernement pour pouvoir ensemble cheminer pour une paix et une stabilité durable dans notre région et aussi pour le renforcement de la démocratie dans chacun de nos pays. Et le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a affirmé à l'envoyé personnel du président de la transition au Mali la disponibilité permanente de l'Algérie d'accompagner les frères maliens dans le rétablissement de la sécurité et la paix et le soutien du processus démocratique. En Libye, à présent, la présidentielle initialement prévue le 24 décembre 2021 ne se déroulera probablement pas le 24 janvier 2022. Le Parlement, qui n'a pas entériné cette date, appelle à mettre en place une nouvelle feuille de route. Les détails avec Leïla Gertal. La haute commission électorale libyenne avait en effet repoussé l'élection au 24 janvier puisque les conditions favorables au bon déroulement de ces présidentielles n'étaient pas fournies. Le prolongement d'un mois, c'est-à-dire jusqu'au 24 janvier, ne pouvait pas constituer une date sûre non plus, vu que les causes du report n'ont pas été éliminées. Donc, cette incapacité à surmonter les obstacles a finalement donné lieu à ce qui était prévisible, à savoir le report des élections à une date ultérieure. Pour assainir la scène politique et le terrain en proie au groupe de diverses obédiences, une année, voire plus, sont tout juste insuffisantes. La décision est plus qu'évidente de l'avis de beaucoup d'observateurs, tant les difficultés sont grandes. La haute commission électorale avait proposé le report, le Parlement n'a pas entériné, le flou a subsisté, le verdict est enfin tombé, mais sans surprise aucune. En revanche, le Parlement de Tobrouk propose de tout remettre à plat et de mettre en place une nouvelle feuille de route, réaliste et applicable, dira le Parlement, au lieu de fixer de nouvelles dates et refaire les mêmes erreurs. Alors, parmi les erreurs qu'il va falloir éviter pour un meilleur déroulement des élections, c'est d'abord et entre autres la publication des listes des candidats à la présidentielle. Et surtout, l'aspect sécuritaire, la question de l'évacuation des troupes étrangères a été sous-estimée, alors que toute la stabilité politique du pays repose en grand sur l'assainissement sécuritaire sur le terrain. Ce qui semble de prime abord désavantageux constitue en réalité une aubaine pour les Libyens, seuls à connaître la réalité de leur pays, loin de toute pression et de tout agenda étranger. À la plus grande réalité qui reste, c'est celle que les conditions d'élection libre ne sont pas réunies. Direction la Tunisie, 19 personnes ont été déférées devant la chambre correctionnelle près le tribunal de première instance de Tunis pour crimes électoraux, a annoncé mercredi le bureau de presse du tribunal, parmi lesquels figure le président du mouvement Nahda, Rached Ghannouchi, et l'ancien président de la République, Mansaf Marzouki. Les détails avec Mohamed Abdelkader.
La décision de la chambre correctionnelle près le tribunal de première instance de Tunis de déférer devant sa juridiction 19 personnes intervient sur fond de crimes électoraux commis lors de la présidentielle anticipée de 2019, dont le recours à la publicité politique, à la publicité illégale via les réseaux sociaux, ainsi que la violation du silence électoral, précise le tribunal de première instance de Tunis dans un communiqué. Des médias locaux avaient rapporté que la décision relative à la comparution de personnalités politiques tunisiennes devant la justice était fondée sur le rapport général de la Cour des comptes sur les résultats du contrôle du financement de l'élection présidentielle anticipée de 2019, rapporte l'agence officielle de presse tunisienne. La Tunisie est en proie à une crise politique depuis le 25 juillet dernier. À cette date, Kais Saïed avait pris une série de mesures d'exception portant notamment suspension des travaux du Parlement et la levée de l'immunité dont bénéficiaient les députés. Il avait également suspendu l'instance de contrôle de la constitutionnalité des lois et décidé de légiférer par voie de décret, de même qu'il a limogé de son poste le chef du gouvernement, Hicham Chichi, prenant ainsi la tête de l'exécutif, assisté d'un gouvernement dont il a nommé la chef en la personne de l'universitaire Najla Boudane. Et ces déclarations du président tunisien concernant le secteur de la justice. Je cite, « La justice est la règle et nous rejetons l'injustice pour éviter le chaos ». Fin de citation. On écoute à présent le président tunisien Kais Saïed. La loi n'a pas été faite sur la base de règles logiques. Il s'agit de textes qui permettent l'intervention de certaines personnes dans les affaires de la justice. Certaines personnes qui ont assumé et assument des postes dans la gestion des affaires de la justice en Tunisie ne sont que des représentants de personnalités politiques et de bandes de criminels. Le problème réside avec ceux qui ne font que nuire aux intérêts du peuple. Il y a des personnes qui croient qu'elles sont au-dessus de l'État alors qu'elles sont en train de faire exploser l'État. La justice est la règle et nous rejetons l'injustice pour éviter le chaos. Et ce début d'année 2022 ne semble pas réussir à l'économie marocaine. En effet, le Haut Commissariat au Plan a révélé les prévisions très pessimistes pour le nouvel exercice. Les explications de Mohamed Wali Ben Chapen. Le Haut Commissariat au Plan et de perspective au Maroc révèle des estimations alarmantes de l'économie du royaume, dont la croissance ne devrait pas dépasser 2,8% au cours du premier trimestre de 2022. Dans une tendance baissière, le rythme de croissance du pays s'est ralenti depuis la fin de l'année écoulée, lorsque le taux de croissance a reculé à moins 5% au dernier trimestre de 2021. Toutefois, une croissance d'environ 8% a été enregistrée dans la même période. L'autorité marocaine justifie le ralentissement de la croissance économique dans le pays par la poursuite des pressions inflationnistes, avec une hausse record des prix des matières premières et des produits semi-industriels, qui a entraîné une baisse significative de l'offre de biens en raison de la rareté des intrants dans la production industrielle. Des indicateurs tirés selon la même instance à des taux d'inflation records, la hausse des coûts de production et la charge de fournir des biens à tous les niveaux, en plus des répercussions désastreuses sur le pouvoir d'achat des Marocains et un ralentissement des dépenses des ménages destinées à la consommation. Plusieurs aspects négatifs ont été constatés, outre la baisse tangible du produit intérieur de l'agriculture, en raison de la grave sécheresse qui a affligé le pays pendant 3 années consécutives, sans parler d'un effondrement fulgurant des revenus du secteur du tourisme qui a été paralysé par les restrictions de la pandémie Covid-19 il y a près de 2 ans. Et selon des médias étrangers, 3 Mauritaniens auraient été tués dans les territoires sahraouis. Les victimes seraient des orpailleurs. Ils auraient été la cible de tirs de drones marocains dans le nord de la Mauritanie. 4 autres personnes auraient été blessées dans cette attaque. Les 3 roquettes sont tombées à l'aube hier sur la plus grande base militaire des forces occidentales en Syrie. L'Observatoire syrien des droits de l'homme attribue les tirs de roquettes aux milices pro-iraniennes massivement déployées dans la zone frontalière entre la Syrie et l'Irak.
L'un des projectiles s'est abattu sur la piste d'atterrissage réservée aux hélicoptères, causant des dégâts matériels. Et au Kazakhstan, les manifestations se poursuivent au lendemain du limogeage du gouvernement. Les autorités rapportent des dizaines de manifestants tués et plus d'1 millier de blessés. Toujours d'après les autorités, ces manifestants tentaient de s'emparer de bâtiments administratifs. Amin Tota. Des scènes de manifestations et des émeutes entre les forces de l'ordre et les manifestants. Au Kazakhstan, c'est une révolte contre la hausse des prix qui s'est transformée en crise politique depuis dimanche. Même après le limogeage du gouvernement, la rue est toujours sous l'emprise de l'embrasement, notamment dans l'ancienne capitale et la plus grande ville du pays, Almaty, où les manifestants ont occupé le centre-ville et cerné les bâtiments officiels. Le constat est déjà lourd avec des dizaines de manifestants tués et 13 policiers et plus d'1 millier de blessés. Des coupures d'Internet et les téléphones mobiles ont été détectés depuis mercredi. Dans la foulée et sur demande du président Kassym-Jomart Tokayev, le Kremlin ainsi que les pays alliés ont annoncé l'envoi d'unités de maintien de l'ordre. En réaction aux revendications de la rue kazakh, le gouvernement a démis Nazarbayev du Conseil de sécurité. Et selon des médias, les autorités auraient décidé de plafonner le prix de vente des carburants pour une durée de 6 mois. Ex-république soviétique, le Kazakhstan est considéré comme l'un des pays importants d'Asie centrale et connu pour être dirigé par Nursultan Nazarbayev, président qui a passé près de 29 ans à la tête du pays. Santé à présent, Covid-19, un point sur la situation en Algérie, 410 nouveaux cas confirmés de Covid-19, 257 guérisons et 8 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures, a indiqué le ministère de la Santé dans un communiqué. Et les records de contamination se succèdent, notamment en France. 332 252 nouveaux cas de contamination en Covid-19 enregistrés hier mercredi. Un nouveau record donc depuis le début de la pandémie en 2020 dans l'Hexagone. L'état d'urgence sanitaire a été décrété dans plusieurs territoires français d'outre-mer. Selon le ministre français de la Santé, la hausse des cas recensés s'explique en partie par un nombre sans précédent de tests qui sont plus rapides. La semaine dernière, 8 millions de tests ont été effectués. Et toujours en France, après un report et des doutes, le pass vaccinal vient de passer un premier cap. Les députés ont voté en première lecture très tôt ce matin le projet de loi transformant le pass sanitaire en pass vaccinal. Prochaine étape, le Sénat en début de semaine prochaine. L'entrée en vigueur du pass vaccinal était prévue pour le 15 janvier. Et en Italie, les personnes âgées de plus de 50 ans sont dans l'obligation de se faire vacciner. L'Italie fait à présent partie des rares pays européens à mettre en place cette mesure. L'objectif étant d'alléger la pression à laquelle font face les services de santé du pays du fait de la résurgence épidémique. La mesure entrée en vigueur immédiatement et sera applicable jusqu'au 16 juin. Et au Royaume-Uni, plus de tests PCR obligatoires pour les personnes vaccinées à l'arrivée comme au départ du territoire. Une mesure qui entrera en vigueur dès demain. Pour l'instant, l'Angleterre et les pays de Galles sont concernés. L'Irlande du Nord et l'Écosse devraient suivre rapidement le mouvement. À noter que le pays a enregistré une baisse de 71% de ses vols internationaux. Et on va s'intéresser aux immunodéprimés dans cette édition. Ils sont classés à risque et leur système immunitaire répond mal ou pas au vaccin contre le Covid. Ils se sentent aujourd'hui pris au piège face à la reprise épidémique. La propagation d'Omicron est un vecteur de stress pour ces malades contraints à l'autoconfinement. Neila Hamouda. Ils sont pour la plupart triplement vaccinés, voire plus, contre la Covid-19. Leur organisme ne réagit pas ou peu au vaccin. Les immunodéprimés sont davantage exposés aux formes sévères de la maladie et occupent jusqu'à un tiers des lits de réanimation dans les hôpitaux. Les autres s'imposent des restrictions drastiques pour ne pas contracter le virus.
Transplantés, traités par des médicaments immunosuppresseurs puissants pour une tumeur ou une maladie auto-immune, les patients avec des défenses immunitaires affaiblies sont de plus en plus inquiets. Chez un malade ordinaire, le virus reste actif quelques jours à peine avant de disparaître. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il est recommandé aux personnes testées positives de s'isoler pendant 10 jours après l'apparition des symptômes. Mais chez les personnes immunodéprimées, cette infection peut durer plusieurs mois. Les défenses immunitaires de l'hôte, trop faibles, ne parvenant pas à se débarrasser du virus. Vous l'avez compris, les infections durent plusieurs mois chez les immunodéprimés. Après plusieurs mois de recherche, les scientifiques décrivaient le cas d'un patient sous immunosuppresseur mort après une infection au Covid-19 de 154 jours. La plus longue infection rapportée à ce jour a duré 355 jours. Les scientifiques recommandent le vaccin ARN messager pour une meilleure réponse immunitaire. Selon les premières données, sur un peu plus de 400 patients majoritairement des transplantés rénaux, une réponse à une dose de vaccin a été observée chez 17% seulement de ces patients et 50% après la deuxième dose. En France, par exemple, un peu moins de 300 000 personnes immunodéprimées ont été déjà contaminées depuis le début de la pandémie, il y a presque 2 ans. Et pour clore ce dossier santé, pas de carnaval de Rio au Brésil cette année encore. Il est définitivement annulé. Covid oblige. La brutale augmentation des cas positifs de ces dernières semaines et l'arrivée du variant Omicron sur le territoire ont poussé les autorités à prendre cette décision. À Recife ou encore à Sao Paulo, la question de l'organisation des défilés de rue devrait aussi être tranchée dans les prochains jours. Et sur un autre volet à présent, le gendarme allemand de la concurrence s'est dit prêt à imposer des limites aux activités du géant américain Google dans le pays. L'antitrust décide donc de durcir le ton face au géant américain à la suite d'une enquête. Il s'est avéré que Google a un impact sur la concurrence en détenant 80% des parts de marché. Des enquêtes avaient été lancées contre Facebook, Amazon et Google. La décision visant Google est la première rendue par l'antitrust allemand. De l'économie à présent, une hausse fulgurante de 18,6%. C'est l'envolée des prix de l'énergie en France sur une année. Selon le dernier taux d'inflation publié récemment par l'Institut national de la statistique et des études économiques qui estime à 2,8% la hausse générale des prix en décembre sur 12 mois. Mohamed Ali Ben Chapen. Une hausse de 18,6%, c'est l'envolée des prix de l'énergie sur un an, selon le dernier taux d'inflation publié récemment par l'INSEE, qui estime à 2,8% la hausse générale des prix en décembre sur 12 mois. L'explosion des prix du gaz, conséquence de la reprise économique et du très bas niveau des stocks, a rejailli sur ceux de l'électricité. Aujourd'hui, la situation est devenue incontrôlable. Les prix du gaz sur le marché ont été multipliés par 6 ces derniers mois, ceux de l'électricité par 4, indique Sylvain Lefaller, cofondateur du comparateur Hellowatt. Le 30 septembre, le Premier ministre français Jean Castex avait annoncé un bouclier tarifaire en limitant à seulement 4% l'augmentation des tarifs réglementés de vente de l'électricité qui aura lieu en février prochain. Toutefois, la vraie hausse qui sera d'environ 20% aura lieu entièrement ou en partie en août, soit après la présidentielle. Voilà pour les 70% de clients soumis au régime des TRV. Les 30% restants liés à un opérateur alternatif sont déjà en souffrance. Les abonnés de Bulb, Méga Énergie ou Eni ont vu leur facture bondir de 30, 50 voire même 100%. La hausse des prix a conduit en octobre dernier à un surcroît de dépenses mensuelles d'énergie de 30 € en moyenne par ménage par rapport à fin 2019, indique l'INSEE. L'Institut pointe que le poids des dépenses d'énergie des ménages dans l'ensemble de leur consommation dépend celui de l'automne 2018, date du début du mouvement des Gilets jaunes. Et aux États-Unis, un an jour pour jour après l'assaut du Capitole qui a fait un mort, le président américain Joe Biden a évoqué la responsabilité particulière de Donald Trump dans cet événement. Il accuse son prédécesseur Donald Trump d'avoir tenté d'empêcher un transfert pacifique du pouvoir. Je vous propose de l'écouter. For the first time in our history,
A president had not just lost an election, he tried to prevent the peaceful transfer of power as a violent mob breached the Capitol. But they failed. They failed. And on this day of remembrance, we must make sure that such attack never happens again. Et de son côté, Donald Trump a rapidement réagi, qualifiant le discours de Joe Biden de théâtre politique destiné à faire oublier les échecs du président démocrate. Joe Biden a utilisé mon nom pour tenter de diviser encore plus l'Amérique, a affirmé Donald Trump dans un communiqué. Du sport à présent et la Coupe d'Afrique des Nations qui commencera dimanche prochain au Cameroun. L'équipe nationale algérienne a réussi son test avant le début de la compétition continentale par une belle victoire contre les Black Stars du Ghana par le score de 3-0. Les détails avec Amin Tota. Ultime rencontre et une autre victoire avant le départ au pays des Lions indomptables. Les Algériens se sont imposés hier soir face aux Ghanéens par la plus belle des prestations, 3-0 sur la pelouse d'Education City Stadium à Doha. Une victoire synonyme d'un parcours sans faute pour les poulains de Jamal Belmadi sur 34 matchs. Les coéquipiers du portier Raïs Mboulhi se sont illustrés durant les 90 minutes de la confrontation avec une première réalisation d'Adamounas, l'attaquant napolitain qui a réalisé un travail individuel côté droit et parvenu à tromper le gardien ghanéen sur un angle mal fermé. Le cours du match s'est suivi avec un jeu entreprenant et dominant de la part des Fennecs, confirmé au dernier quart d'heure par un but signé côté adverse Jonathan Mensah. 5 minutes plus tard, Islam Slimani additionne au filet avec la 3e réalisation de la soirée et le 39e but de la sélection. Une victoire donc par le score de 3-0 et la course vers la 3e étoile commencera dans quelques jours à Douala au Cameroun contre le Sierra Leone. Un match qui sonnerait le début du test continental pour le tenant du titre de 2019. De la culture pour clore cette édition et un peu d'humour en ces temps difficiles. Direction Niamey où s'est déroulée la première édition des Awards du rire africain. Le 31 décembre dernier, les spectateurs ont été au rendez-vous pour rire, mais aussi découvrir les jeunes humoristes du continent africain. Amira Beja. Je suis très ému de présenter cette première édition des ARA. Le Niger a accueilli lors de sa première édition des Awards du rire africain une panoplie d'humoristes sur la scène du centre Mahatma Gandhi de Niamey. C'est où vous voulez donner un humoriste? Oui. Pourquoi? C'est ce qu'on veut. Une première dans l'histoire de l'humour africain où des humoristes ont été récompensés à l'échelle continentale. Maman, commissaire de l'événement, qui veut à travers les Awards du rire africain valoriser ce métier d'humoriste à l'échelle continentale et d'encourager les jeunes talents à exercer leur art en Afrique, en s'inspirant de ce qui se passe dans la vie quotidienne du continent. Plusieurs prix ont été décernés par des jurys de renom, tels que la superstar ivoirienne Michel Gou et le styliste nigérien Alpha-J. Le prix de la révélation de l'année est revenu à la Congolaise Stéphanie Blotous, de son vrai nom Stéphanie Divini Poumou. Quant à l'Ivoirien, Boukari s'est vu décerner le prix de l'humoriste homme de l'année. Les organisateurs espèrent faire de ces awards un rendez-vous annuel africain. Voilà, c'est la fin de ce 19h. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Al24 News et excellente soirée à tous. À demain, 13h.